Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiantes, chers étudiants, on se retrouve pour une quatrième vidéo pour la correction de la feuille de TD concernant les tests d'hypothèses paramétriques. Alors j'avais débuté l'exercice par un exercice général pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Si vous aviez bien revu le cours et lire plus ou moins toutes les étapes pour réaliser un test, ainsi les 3 vidéos passées, normalement elles devront faire l'affaire dans le sens où les étudiants qui ont suivi tout ce qui a été fait au niveau du cours, aussi au niveau des vidéos, ils doivent comprendre un petit peu maintenant la philosophie d'un test. Mais ça n'empêche que cet premier exercice, il va essayer de vous faire vous placer dans un esprit pour savoir un petit peu, comprendre que même les tests statistiques, ils peuvent être des exemples courants de tout ce que vous utilisez pratiquement dans la vie courante. Alors j'ai donné un exemple de tribunal, donc un exemple très banal qui va vous permettre de comprendre un petit peu la formulation des hypothèses H0 et H1 et le risque d'erreur, comment il est formulé, parce qu'après on va le formuler d'une façon probabiliste avec la notion de probabilité, et donc un exemple plus ou moins banal comme j'ai dit, et c'est un exercice pratiquement issu de la réalité de tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il dit que la justice marocaine considère qu'il y a présomption d'innocence, pratiquement pas que la justice marocaine, c'est la justice internationale, pour toute personne jugée par un tribunal. Alors comme vous le savez, une personne elle est considérée innocente tant qu'il n'y a pas une inculpation. Une inculpation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des preuves pour l'inculper. Tant qu'il n'y a pas de preuves, la personne elle est considérée comme innocente. Alors la décision que prend la Cour de justice repose sur le choix entre 2 hypothèses, lesquelles et quelles sont les étapes d'erreur. Alors je vais essayer de revoir un petit peu l'exercice, comme ça, voilà, l'exercice il est là. Alors quels sont les types d'erreurs que la justice risque de commettre, lesquelles considère-t-elle comme de type d'erreur le plus grave, et définir pour cet exemple le risque d'erreur de première espèce et le risque de deuxième espèce. Alors, au niveau de la réponse, alors vous avez ici 2 hypothèses qui sont des hypothèses qui sont plus ou moins contraires. Le prévenu est innocent et le prévenu est coupable. Alors, quand vous confrontez 2 hypothèses, comme vous l'avez vu dans le cours, vous avez 2 espaces qui forment une sorte de 2 espaces qui forment une partition. Ça veut dire que l'intersection est égale à l'ensemble vide et l'union est égale à tout l'espace. Alors, je crois que s'il y a une personne qui est innocente, son contraire, il est coupable. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est coupable et innocent en même temps. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une forme un petit peu contraire et complémentaire. Il y a un qui est contraire de l'autre et le complète dans le sens où vous ne pouvez pas trouver une intersection qui vaut quelque chose. Alors la personne il est innocente ou bien la personne il est coupable. Alors on place comme hypothèse initiale qu'on conserve a priori, c'est l'hypothèse de l'innocence. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que une personne est considérée comme innocente, il ne peut être inculpé que dans le cas où il y a des preuves contre lui pour l'inculper. Ça c'est la règle générale et c'est la règle internationale même. Pas que la justice marocaine qui dit ça dans les textes, mais toutes les justices pratiquement, toutes les justices internationales disent ça. Alors, car si on n'a pas suffisamment d'éléments de culpabilité, c'est cette hypothèse qui sera appliquée. Alors, comme je vous ai toujours dit, l'hypothèse H0, c'est l'hypothèse initiale, et l'hypothèse H1, c'est l'hypothèse alternative. Vous essayez de confronter 2 hypothèses, une hypothèse initiale que vous défendez, et une hypothèse alternative que vous essayez de plus ou moins la répliquer avec l'hypothèse initiale. Vous la confrontez avec l'hypothèse initiale. Et voilà, donc c'est les 2 hypothèses que vous avez.
une personne est innocente et H1, la personne est coupable. Alors ici, dans la deuxième question, le tribunal est face à deux risques. Alors le premier est de déclarer innocent un coupable, et le deuxième est de déclarer coupable un innocent. Ça existe dans la nature, enfin plus ou moins dans la nature, dans la justice. Il y a des fois, on déclare innocent quelqu'un qui est coupable. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas assez de preuves. Et il y a des fois, on déclare coupable un innocent, si jamais on trouve des preuves, il y a des fois, les preuves qui sont trouvées, ils ne donnent pas au juge tous les arguments pour le culpabiliser. Mais il y en a des fois, ça arrive. Et vous avez vu ça dans des films, etc., où vous avez par exemple une personne qui est coupable a été innocentée, une personne innocente qui est devenue coupable. Pourquoi? Parce que le juge, il a des preuves et il voit que cette personne doit être culpabilisée, ou bien parce qu'il y a des falsifications à gauche et à droite, des choses, et la personne, il peut être culpabilisée. Alors, coupable ou innocent, ce sont des hypothèses qui apparaissent contradictoires. Et comme je vous ai dit, elles ne peuvent pas être en même temps pour une personne. Une personne ne peut pas être innocente et en même temps coupable. Donc, une des deux, le premier est de déclarer innocent un coupable, ça c'est une première erreur, et le deuxième est de déclarer coupable un innocent. Mais, quel est le risque le plus grave? Le risque le plus grave, c'est de déclarer coupable un innocent. C'est ça le risque le plus grave. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez une personne qui est innocente, déclarer coupable un innocent. Une personne qui est innocente, vous la déclarez comme coupable. Et vous avez le deuxième, et de déclarer coupable un innocent. Déclarer coupable un innocent, ça veut dire qu'il faut l'emprisonner. Et si vous l'emprisonnez, c'est vous le privez de sa liberté, tandis que lui, dans le fond, il est innocent. Ça, c'est une erreur qui est grave. Mais si jamais il y a quelqu'un qui est innocent et vous le culpabilisez, plus ou moins, c'est un risque, mais le risque le plus grave est le deuxième, est de déclarer coupable un innocent. Alors, le risque de première espèce est le risque de rejeter à tort H0. Dans notre exemple, c'est de déclarer coupable un innocent. Et le risque de deuxième espèce est le risque d'accepter à tort H0. Ça veut dire vous refusez le H1. Ceci revient à déclarer innocent un coupable. Donc voilà un exemple qui vous montrera un petit peu comment ça se déroule, cette d'hypothèse, et comment vous formulez l'hypothèse H1 et l'hypothèse H2, ou bien H0 et H1, et comment vous arrivez à les confronter. Alors maintenant, avec l'exemple que je viens de vous donner, j'ai mis ici un ensemble d'étapes à suivre pour pouvoir réaliser le test. Alors, je les ai marquées en rouge ici pour que vous essayiez de les apprendre et de les comprendre. Apprendre et comprendre, et apprendre la méthodologie et la comprendre en profondeur. Il ne faut pas apprendre les exercices, la correction d'exercices. Je suis contre ça. Si vous ne comprenez pas, vous serez incapable de refaire un exercice. Donc, j'insiste sur le fait de comprendre d'abord, de comprendre, et essayez de comprendre en profondeur. N'apprenez jamais la correction des exercices. Parce que si vous apprenez la correction des exercices, vous risquez que dans un énoncé, par exemple, il y ait juste un petit changement, et ça y est, vous paniquez parce que vous ne savez pas quoi faire. Et ça, c'est quelqu'un qui apprend les exercices par cœur. N'apprenez jamais les exercices par cœur. D'accord? Il faut apprendre la méthodologie à suivre, ça je suis d'accord, mais n'apprenez pas les exercices. Vous avez un exercice qui parle de, par exemple, un test sur la moyenne, etc. Et vous apprenez, il y en a des étudiants qui arrivent même à apprendre l'exercice avec énoncé et le reformuler ou bien le réapprendre, le réécrire. Mais si jamais on change de cap
et on essaye de changer juste un petit peu les données, l'étudiant il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a appris l'exercice. Moi je ne vous demande pas d'apprendre l'exercice, je le répète autant de fois, pour vous dire qu'il faut apprendre la méthodologie. Si vous avez la méthodologie, vous serez capable de faire n'importe quel exercice. Je le répète, vous serez capable de réaliser et de faire n'importe quel exercice. Je vous donne, le cours c'est un ensemble d'outils. Il y a une méthodologie et vous avez des exercices à réaliser. Si vous avez les outils et vous avez la méthodologie, vous serez capable de faire n'importe quel exercice. C'est comme, je l'ai dit souvent aux étudiants, c'est comme quelqu'un qui a un permis de conduire. Si vous avez un permis de conduire et vous avez appris à conduire, vous serez capable de conduire n'importe quelle voiture. Alors vous n'allez pas dire à votre papa de vous acheter une voiture Peugeot 208 parce que vous avez appris à conduire la 208. Si il vous donne une autre voiture, vous ne le savez pas. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui apprend les exercices. Si vous lui changez les exercices, vous lui changez de voiture, il serait incapable ou bien il sera incapable de la conduire. Moi, je vous donne l'outil, dans le sens où je vous donne un permis de conduire, et vous serez capable de conduire n'importe quelle voiture. Je vous donne une méthodologie, vous avez un ensemble d'outils, et vous serez capable de réaliser n'importe quel exercice sur les tests. Si vous suivez les étapes, si vous revoyez le cours pour voir un petit peu les outils et la méthodologie qui a été suivie pour la formulation de n'importe quel test, et après, comme j'ai dit, vous serez capable de le faire. Et toutes les étapes que je vais formuler ici sont les étapes que je vais suivre pendant tout le reste des exercices qui vont suivre après. Alors la première des choses, c'est formuler les hypothèses en veillant à ce que l'hypothèse H0 soit toujours avec un signe égal ou inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Toujours. Alors vous voyez, si vous regardez le cours que j'ai donné dans les autres séances et même les vidéos, chaque fois, le H0, il contient soit égal pour un test unilatéral ou bien un test bilatéral, et le H0, quand il est inférieur ou égal ou supérieur ou égal, ça donne exactement un test unilatéral, et quand c'est égal et le contraire de égal c'est différent, ça vous donne un test qui est bilatéral. Alors la première des choses, c'est formuler les hypothèses de test. On veille à ce que le H0 soit toujours avec un signe égal ou inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Alors bien sûr, quand je dis formuler les tests ici, ça veut dire que il faut que vous arriviez à faire plus ou moins ici, formuler les tests, ça veut dire que il faut formuler réellement H0 et H1. C'est ça ce que ça veut dire, formuler les hypothèses du test. Alors, la deuxième, c'est déterminer la statistique du test et le risque d'erreur en veillant à connaître le comportement limite, la loi limite de cette statistique sur H0. Alors ici, la statistique du test, c'est la première des étapes, c'est avoir la formulation de H0 et H1, et la deuxième des étapes, c'est essayer d'avoir la statistique du test grand T et veiller à connaître le comportement limite de cette statistique sur H0. Alors c'est ce que vous avez fait quand vous avez réalisé les intervalles de confiance avec M. Feizi. Vous aviez toujours, pour pouvoir faire les intervalles de confiance, vous travaillez avec une statistique. Pourquoi vous travaillez avec une statistique? Et on dit, il faut connaître la loi limite de la statistique. Parce que c'est grâce à cette loi limite qu'on pourra déterminer les zones d'acceptation et les zones de rejet au niveau de H0 et de H1. Alors c'est exactement ce qui est dit ici dans la troisième étape. Alors la deuxième, définir la statistique du test. Et la troisième, déterminer la règle de décision en se basant sur le signe de l'hypothèse H1. Ça permet de déterminer la zone de rejet de H0. Et après,
vous calculez la valeur observée de la statistique d'essai, la comparer avec le quantile de la loi limite et conclure sur la décision à prendre H0, H1 et finir par une conclusion concrète sur le problème du test posé. Alors, c'est-à-dire terminer avec une conclusion concrète, ça veut dire il y a des fois, il vous pose la question pour vous dire est-ce que vous êtes pour que, par exemple, le taux de chômage, est-ce que le taux de chômage il va augmenter ou il va diminuer? Alors, statistiquement parlant, vous devez répondre à cette question à la fin pour dire oui, le chômage, statistiquement, il va diminuer ou il va augmenter. C'est ça ce qui a été demandé ici. Alors, en général, je reviendrai tout à l'heure pour essayer de vous faire comprendre cette règle de décision et la zone de rejet, l'acceptation. Je l'ai expliqué l'autre jour dans une vidéo, et donc je le referai tout à l'heure puisqu'on est en train de faire la correction des exercices. Alors voilà, ça c'est la méthodologie à suivre. Et voilà, donc les étapes qui sont là, les 5 étapes, il faut les suivre étape par étape pour pouvoir réaliser l'exercice. Étape par étape, et dans l'ordre. D'accord? Et vous allez voir que ce que je suis en train de vous expliquer, on va essayer de le faire dans les exercices. Alors dans l'exercice numéro 2. Alors dans l'exercice numéro 2, voilà l'exercice numéro 2, ça c'est la correction, mais je reviendrai ici dans l'exercice numéro 2. Alors il vous dit que une usine fabrique des composants électroniques dont la durée de vie suit une loi normale mu sigma carré, avec sigma est égal à 4, c'est-à-dire l'écart type. On peut dire la variance sigma carré égale à 16. La durée de vie moyenne d'un composant indiqué sur l'emballage est mu0 égale à 100 heures. On observe indépendamment sur 10 composants les durées de vie suivantes. Alors vous savez que l'exercice par exemple, je vous donne un exemple très simple dans la réalité. Si vous achetez une ampoule qui vous permettra de plus ou moins alors cette ampoule par exemple vous l'achetez pour l'utiliser chez vous à la maison et vous voyez des fois c'est-à-dire le manuel qui est suivi avec l'ampoule, une durée de vie. Ils vous disent par exemple que cette ampoule a une durée de vie de 100 heures ou bien 50 heures ou bien etc. Mais en général pour le faire, il y a dans l'usine, c'est-à-dire le processus de fabrication, il y en a ce qu'on appelle un statisticien qui s'en occupe de la gestion de la qualité. Alors la gestion de la qualité, il prend un échantillon par exemple de 10 ampoules et essaye de vérifier est-ce que réellement cette valeur moyenne qu'on va mettre sur les fascicules, est-ce qu'il va être valable ou n'est pas valable? Est-ce qu'il faut la garder mu0 égale à 100 ou bien mu0 supérieur ou inférieur? Alors en général, ces valeurs qui sont prises pour la valeur moyenne de ces ampoules, ou bien de ces composants, il faut qu'ils soient réellement testés. Il faut réaliser un test d'hypothèse pour pouvoir, est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors là, la question qui se pose ici, la durée de vie indiquée sur l'emballage est-elle correcte? Est-ce que mu0 égale à 100? Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Alors, il vous donne ici la formulation de test, mu égale à mu0 contre mu différent de 0 au niveau 5%. Alors, comme je vous ai dit, la première étape ici, c'est formuler les hypothèses. Alors, dans cet exercice, les hypothèses, elles étaient déjà formulées. Ils vous l'ont donné au niveau de la question. Ils vous disent faire l'hypothèse H0 mu égale à 100 contre mu différent de 100. Alors la deuxième, ça c'est la première étape, c'est la formulation de test. La deuxième, c'est vous considérez la statistique du test. Alors en général, on utilise ici le X bar, ici la statistique du test, et vous allez voir que dans les exercices qui vont suivre, hein, on n'utilise pas, on pourra utiliser
la statistique T. La statistique alors vous allez voir que on pourra utiliser ça dans les exercices dans les exercices qui suivront. Hein. Tout à l'heure, on va utiliser, au lieu d'utiliser X bar, on va utiliser le T. D'accord? Donc ça c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, en général, on utilise la statistique X bar comme je l'ai fait dans le cours, mais vous pouvez utiliser la statistique X bar comme on pourra utiliser la statistique T. Alors, par le central limite théorème, vous savez que le X bar suit une loi normale. Alors moi je l'utilise toujours comme ça, le théorème central limite. Vous avez la loi limite de la statistique, c'est une loi normale E de la statistique, V de la statistique. Alors comme la statistique ici c'est X bar, vous avez X bar, vous l'avez fait dans la théorie de l'estimation, est un estimateur sans biais, donc vous avez E de X bar est égal à mu. Vous avez X bar est un estimateur sans biais, convergent de l'espérance mu. Et la variance, elle est égale à sigma carré sur n. D'accord? Donc ça c'est le théorème central limite qui vous le dit. Alors, automatiquement, vous avez le X bar moins mu sur sigma sur racine de n suit une loi normale n01. Alors si vous avez X bar qui suit ça, vous avez X bar moins E de X sur la racine carrée de V de X bar, ça suit une loi normale n01. C'est ce qu'on utilise souvent. Alors, j'ai dit, la méthodologie à suivre, c'est ici. J'ai dit, la première chose, c'est la formulation, la formuler. La deuxième, c'est la statistique de test. Et maintenant, c'est la règle de décision. Alors, la règle de décision suivante. On ne rejette pas H0, ça veut dire on accepte H1 si X bar appartient à mu0 moins D alpha, mu0 plus D alpha. Ou bien, vous pouvez utiliser ici cette statistique comme étant T, et vous dites que T appartient à moins D alpha et plus D alpha. Alors, en général, vous avez, pour un test bilatéral, souvenez-vous toujours, vous avez X bar mu0 moins D alpha, c'est-à-dire que on ne rejette pas. C'est-à-dire c'est la zone de non-rejet. Alors, vous voyez bien ici, regardez. Regardez. Là, c'est un test unilatéral, et ça, c'est un test bilatéral. Alors, vous voyez bien ici, c'est la zone d'acceptation de H0, et ici, la zone de rejet de H0. Alors, l'acceptation de H0, ça veut dire non-rejet de H0. C'est ce que j'ai marqué ici. Ça veut dire que votre statistique X bar, il appartient à D0. Le point ici qui est là, c'est D0 moins alpha, et le point qui est là, c'est D0 plus D0 moins alpha et D0 plus alpha. Et cette zone qui est là, entre les deux, alors entre les deux barres rouges ici, c'est ce qu'on appelle la zone d'acceptation de H0, ou bien la zone de non-rejet de H0. Alors vous avez le non-rejet de H0, ça veut dire que on ne rejette pas H0, c'est X0 il est à l'intérieur de mu0 moins D alpha. Si à l'extérieur, on rejette, ça veut dire que la zone de rejet, ici, la zone de rejet va être ici. Voilà, il est marqué ici, rejet de H0 et rejet de H0. Donc vous êtes à l'extérieur. Si vous êtes à l'extérieur, vous rejetez H0, et si vous êtes à l'intérieur, vous acceptez H0, c'est-à-dire non-rejet de H0. Alors c'est exactement ce qui est marqué ici. Alors bien sûr, vous avez le D alpha qui est là, c'est sigma sur racine de n phi de alpha sur 2, ou phi de alpha sur 2, il est continu de la loi normale telle que la probabilité de n01 supérieure à phi de alpha sur 2 est égale à alpha sur 2. Alors regardez bien, il est marqué ici, regardez, vous avez ici 2,5, ça veut dire c'est alpha sur 2, pour alpha égale à 5%. Là, c'est pour cela qu'on dit que la probabilité de n0 supérieure à phi de alpha sur 2 est égal à alpha sur 2 dans les deux bornes. Parce que vous avez une fonction, ou bien une loi normale qui est symétrique. Ce que vous avez ici à droite, vous le récupérez à gauche, et vous avez ici à l'intérieur, vous avez alpha sur 2, vous avez à l'intérieur 1 moins alpha sur 2. Ici. 1 moins alpha sur 2 plus alpha sur 2 est égal à 1. Parce que vous avez ici une fonction de densité de la loi normale, son intégrale totale est égale à 1. C'est ce que vous avez fait plus ou moins par rapport à la notion de probabilité. Et donc, vous essayez ici de
La probabilité de 1, 0, 1 inférieur ou égal à alpha sur 2 est égale à 1 moins alpha sur 2. Donc, phi de alpha sur 2 est égal à z moins alpha sur 2, à lire sur la table de la loi normale pour alpha égale à 5%. Alors, si vous lisez sur la table normale, il faut essayer maintenant, ça c'est la règle de décision, maintenant il faut comparer le x bar par rapport à l'intervalle, et après vous donnez une conclusion. Ça c'est la quatrième étape ici. On ne rejette pas H0. Une fois on a calculé le d alpha ici, et on a calculé le phi de alpha sur 2, on peut reformuler cette règle de décision qui est comme ça, mu0 moins d alpha, comme étant mu0 moins sigma sur racine de n, phi de alpha sur 2, mu0 plus sigma sur racine de n, phi de alpha sur 2. Alors bien sûr ici vous avez les valeurs qui sont là. Vous avez mu0 égale à 100, c'est ce qu'on avait, sigma égale à 4, le x bar vous le calculez, vous trouvez 103, et vous avez phi de alpha sur 2 est égal à 0,975, est égal à 1,96. Alors ici 1,196 ou bien 1,96, pour essayer, je crois que vous savez maintenant comment il faut le calculer. Vous avez 1,96, ça 1,96, alors vous avez 1,9 ici, voilà, et si vous regardez un petit peu ici, vous avez 1,96, voilà, alors le 0,975 correspond à 1,9 plus 0,06, et ça vous donne 1,96. Donc c'est comme ça qu'il faut lire sur la table. Vous avez la probabilité de 1,01 ici, 1, inférieur ou égal à... C'est une probabilité que vous calculez, la probabilité cumulée ici. Alors vous avez la probabilité de 1,01 inférieur ou égal à P de Z inférieur ou égal à P de Z inférieur ou égal à C alpha sur 2 ou bien phi de alpha sur 2. Tout ça c'est Z. D'accord? Et vous essayez parce qu'il vous dit que c'est Z cumulé. Et Z ici, vous avez Z, il suit loi normale 1,01. D'accord? Et donc vous avez compris maintenant comment il faut faire. Hein? 1,96, vous cherchez 1 moins, vous avez 1 moins alpha est égal à 0,975, d'accord? Ici. Vous avez la probabilité de N0 1 inférieur ou égal à, on avait dit, P de N01, c'est exactement, on va faire ici phi alpha, d'accord? Phi est égal à 1 moins alpha sur 2. 1 moins, alors j'écris alpha sur 2, alpha divisé par 2, donc ça vous fait ici 1 moins 0,025, parce que alpha égale à 5%, et ceci est égal à 0,975. Et donc c'est cette valeur-là, 0,976 qui est là, ici, c'est cette valeur-là, cette valeur qui est là, c'est celle-là que vous la retrouvez ici au niveau de la table, pour pouvoir la retrouver. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on arrive à chercher les éléments au niveau de la table de la loi normale. Alors j'espère que vous avez compris, parce que je vous ai montré toutes les étapes à suivre ici pour pouvoir lire sur la table de la loi normale, et vous calculez ici un quantile. Alors P de N01 c'est exactement P de Z inférieur à phi ou bien phi de alpha. J'arrive pas à l'écrire ici comme il faut. Alors finalement, une fois vous trouvez le phi Z de 1 moins alpha sur 2 est égal à Z 0,975, c'est ce qu'on appelle le quantile de la loi normale. Vous trouvez ici 1,96 d'après la table de la loi normale. Et maintenant, vous essayez de, en réalisant le calcul, on trouve l'intervalle. Si vous calculez cet intervalle, vous allez trouver 97,52 et de l'autre côté, vous trouvez 102,47. Et vous avez le x bar est égal à 103. Donc, cette valeur-là, il n'appartient pas à cet intervalle. Et donc, on décide H1 et on rejette H0, parce qu'on l'avait dit, on rejette H0 si x bar
n'appartient pas. Voilà. Vous avez le... Voilà. Voilà. Vous avez cette valeur-là, il n'appartient pas. Donc on décide H1 et on rejette H0. Alors en conclusion, parce qu'ils vous ont dit au niveau de la question, la durée de vie indiquée sur l'emballage est-elle correcte ou elle n'est pas correcte? Alors, la durée de vie sur l'emballage n'est pas correcte. Voilà, elle n'est pas correcte. Et donc c'est ça la conclusion concrète. C'est la 5e étape. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut suivre les étapes et dire est-ce que vous avez une formulation qui est juste au niveau de l'hypothèse qu'on vous demande de répondre ou bien de réaliser. Alors la deuxième question, alors on a réalisé ici un test bilatéral et ici on va réaliser un test unilatéral. Ça veut dire que H0 mu égale à 100 et H1 mu supérieur à 100. Alors vous voyez, on utilise la même statistique du test X bar. La seule chose qui va changer est la règle de décision qui est formulée comme suite. Premièrement, les hypothèses. Deuxièmement, la statistique du test, on a utilisé le X bar. La zone d'acceptation et de rejet, puisqu'on a un test unilatéral à droite ici. Alors il ressemble à ce que vous avez ici. Unilatéral à droite, ça veut dire que vous avez de la zone de rejet et c'est la probabilité que H0 ou bien que la loi N0 est supérieure à C alpha. Le rejet de H0, il est à droite. Et l'acceptation, il est à gauche. Et vous avez ici, au lieu d'utiliser le alpha, au lieu d'utiliser alpha sur 2, vous utilisez le alpha. Ça, il faut s'en souvenir de ça. Chaque fois que vous avez un test bilatéral, vous avez alpha sur 2, parce que vous avez la loi de probabilité, la loi normale, et c'est une loi qui est symétrique. Et quand vous travaillez avec une valeur absolue, quand vous faites supérieur ou égal et inférieur ou égal, vous prenez... c'est un exercice que vous pouvez le faire, et vous l'avez fait, je crois, en probabilité. En général, si vous avez une loi de probabilité, la probabilité de valeur absolue de x inférieure ou égale à alpha, vous donne 2 fois la fonction de répartition de x moins 1. Et ça vous donne, si vous avez le alpha, le moins 1 est égal à alpha sur 2. Exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, si vous avez un test bilatéral, vous utilisez le alpha sur 2. Si vous avez un test unilatéral, vous utilisez le alpha. Comme je vous ai montré au niveau de cette loi de probabilité qui est là. Unilatéral à droite ou bien unilatéral à gauche, vous avez toujours le alpha. Voilà, vous avez 5%, 5%. Si vous utilisez le bilatéral, vous avez 2,5%, 2,5%, ça veut dire c'est le alpha sur 2. C'est exactement ce qui a été dit ici. Alors, une fois vous avez la règle de décision, et une fois vous avez la statistique du test, alors maintenant il suffit juste de faire le calcul. La durée, le calcul, c'est, vous avez le Pn0 supérieur à phi de alpha est égal, ça vous donne z de 1 moins alpha, et vous avez le quantile est égal à 1,65. Vous pouvez le réaliser ici au niveau de la table. On a travaillé tout à l'heure avec 1,96. Maintenant, ils vous disent 1,65. 1,65, ça correspond à 0,95. Alors 0,95, c'est exactement la valeur qui est ici, 0,95. Alors, voilà. Alors, j'arrive pas. Alors, voilà, 0,95, il est ici. D'accord? Et vous avez 2 valeurs, il est là aussi. Alors, vous n'avez pas 0,95 exactement, vous avez 0,95, 0,5. Et ici, vous avez 0,94, 0,95. Alors, vous voyez bien ici que c'est 1,64 ici, avec la valeur ici, ou bien 1,65. C'est la même chose. Vous avez 2 valeurs qui peuvent être utilisées, qui sont toutes les 2 justes. Il y en a ceux qui travaillent un petit peu correctement,
puisque 0,9495, 0, si vous divisez, si vous voulez exactement la valeur exacte, il faut mettre ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre ici 0, normalement 9, 4, 95 plus 0,95 0,5 et vous divisez le tout par 2. Et ça vous donne exactement 0,95. Et normalement, au niveau de la valeur, au niveau de la valeur, on fait 1,64 plus 1,65 et vous divisez le tout par 2. Et vous trouvez normalement 1,64 plus 1,65 divisé par 2, vous trouvez 1,645. 1,645. C'est ça la valeur exacte plus ou moins. Mais en général, soit vous prenez 1,64 ou bien 1,65 ou bien la valeur exacte de 1,645, ça donne toujours les mêmes résultats en général. Parce que si vous réalisez le test avec alpha égale à 5%, c'est le test, il est vraiment, c'est la valeur plus ou moins utilisée par le logiciel de statistique et c'est la valeur aussi de alpha égale à 5%. Qui est universel lorsque vous réalisez un test. Vous pouvez avoir un alpha est égal à 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à 10% en général, maximum, hein, pour un test qui se respecte en général, vous y allez jusqu'à 10%. Mais lorsque vous travaillez avec alpha égal à 5%, les valeurs de 1,645, 1,64 ou bien 1,65 donnent toujours le même résultat. Vous allez voir ici, regardez, au niveau de la correction, ici on a trouvé avec 1,65, même si vous utilisez 1,645 ou 1,65, vous allez trouver une valeur ici qui est normalement inférieure. Parce que avec 1,65, vous arrivez à 102,08. Si vous utilisez 1,645 ou 1,64, vous allez trouver une valeur qui est inférieure à 102,08. Donc avec la valeur maximale, vous trouvez une valeur où le x bar il est supérieur, c'est égal à 103, il est supérieur à 102,08. Donc on rejette le H0 et donc la durée de vie réelle est supérieure à celle sur l'emballage. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez compris comment ça marche. Et vous arriviez maintenant à reprendre cet exercice au niveau des moyennes. Alors, le deuxième exercice qu'on avait fait, hein, alors vous voyez bien ici que on parle des moyennes. Hein. On a fait le bilatéral. Ici, on a fait mu supérieur. Et pareillement ici, vous pouvez réaliser un autre test dans l'exercice numéro 3, où vous avez mu inférieur, mu supérieur. Mais au lieu d'utiliser la statistique X bar, on a utilisé ici la statistique T. Alors vous allez voir que dans cet exercice, on va travailler avec le cas où vous avez sigma qui est connu, le sigma qui est inconnu. Alors j'espère que si vous refaites exactement la même méthodologie dans l'exercice avant, vous allez trouver ici que c'est exactement les mêmes étapes que j'ai suivies. Hein. Alors, pour un étudiant qui a compris un petit peu comment ça marche, maintenant vous devez refaire l'exercice plus ou moins à plusieurs reprises. Vous essayez de revoir une partie du cours maintenant, une partie de ce qui est en train d'être fait au niveau du TD. Cette vidéo est explicative et sûrement vous allez essayer de compléter la compréhension si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Mais vous allez voir que si vous suivez la méthodologie que je vous ai montrée tout à l'heure, et vous suivez toutes les étapes, et vous suivez les étapes une par une, et vous compreniez exactement la méthodologie et les outils qui ont été utilisés dans le cours, en particulier l'utilisation de la statistique T,
pour soit une loi normale, soit une loi de student ou bien une loi de Kido, comme on va le voir dans l'exercice qui va suivre, dans la deuxième partie de l'exercice où vous avez le sigma qui est inconnu. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, ou bien d'expliquer plus ou moins, parce que cette première partie de l'exercice, il se fait exactement comme l'exercice numéro 2. Sauf que, ici, au lieu d'utiliser le x bar, j'ai utilisé la statistique x bar moins mu sur sigma sur racine de n. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Je vous ai dit qu'il faut essayer qu'on va essayer de travailler avec le x bar, mais vous pouvez toujours essayer de travailler avec la statistique t. Et c'est ce que j'ai mis dans la méthodologie des étapes du test. Alors, puisqu'on se place dans le cas de sigma inconnu, l'écart type ici, d'accord, sigma il est inconnu. Alors, si sigma il est inconnu, d'accord, alors automatiquement vous allez l'estimer. Vous allez essayer de trouver un estimateur qui est le S carré, 1 sur n moins 1, xi moins x bar, le tout au carré. Pourquoi? Parce que le sigma il est inconnu, il faut l'estimer, il faut lui trouver une valeur approchée. Alors on l'estime par S carré, qui est un estimateur d'ailleurs dont vous avez vu les caractéristiques avec M. Feizi. S carré est un estimateur qui est sans biais. 1 sur n moins 1, xi moins x bar, le tout au carré. Il est convergent, il est asymptotiquement convergent, il est sans biais. Alors on utilise donc cette statistique de t qui est égale à x bar moins, d'accord, moins 50 sur s sur racine de n, et donc cette statistique-là, il suit une loi de student T8. Vous avez un théorème de cours qui vous le dit. Vous l'avez fait avec M. Feizi dans les intervalles de confiance. Vous avez n-1 s carré sur sigma 0 au carré. Ça suit une loi de student Tn-1 degré de liberté. Alors, on sait que sous H0, pour mu égale à 50, c'est l'hypothèse qui a été donnée au début, vous avez T, il suit une student Tn-1. Et puisque n égale à 9, donc vous avez ici T8. Alors, et que T est plus grande sous H1 que sous H0. Pourquoi sous H1 que sous H0? Parce que tout simplement, vous avez ici, au niveau de H1, vous avez ici mu, il est supérieur à 50. Et donc c'est pour ça que j'ai dit dans les étapes, lorsque vous allez faire la règle de décision, il faut veiller à voir le comportement de H0 et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de H1. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais vous voyez toujours que ici, lorsque vous dites que le mu est supérieur à 100, ça veut dire que vous allez accepter le H1, vous refusez le H0, on rejette le H0, on accepte le H1 si x bar est supérieur à alpha. Alors vous voyez bien que le supérieur ici strictement, il ressemble, enfin c'est exactement le supérieur qui est là. C'est-à-dire le comportement d'acceptation de H1, il doit avoir une relation avec la zone d'acceptation et la zone de rejet. Ça c'est très important, je l'ai expliqué l'autre jour dans le cours et je le réexplique ici en TD. D'accord? Chaque fois, vous dites on accepte H1, ça veut dire on rejette H0, si la statistique il est supérieure à un certain C alpha, et ça ressemble exactement à ce qui est ici au niveau de H1. Et bien sûr, si vous trouvez ça, pour la zone de rejet de H0, l'acceptation c'est exactement le contraire, donc ça va être inférieur ou égal. D'accord? Même si vous avez ici égal. Alors ici, la loi du student ici, vous avez alpha égale à 5%. Alors vous faites la même chose que ce qu'on avait fait par rapport à la loi normale. Vous avez la probabilité ici avec alpha égale la probabilité de t. Si j'ai oublié d'écrire le alpha ici, hein. Alors avec alpha ici, donc il faut le corriger ici. Alors, avec alpha égale la probabilité de t supérieure à c alpha. C ou bien c alpha, c'est la même chose, c'est pas grave. C'est une constante de toute façon. Vous pouvez le reformuler comme vous voulez, mais en général, c'est exactement la même chose. Alors maintenant, ce que vous avez ici au niveau de
de votre C alpha que vous voulez le chercher au niveau de la table de la loi du student, ça ressemble exactement à ce qu'on avait fait par rapport à la loi normale. Sauf si, ici, vous avez 8 degrés de liberté, vous avez 0,975. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire. Ici, au niveau de la table de la loi alors, on a fait la table de la loi normale, maintenant la loi de student. Alors, 0,975, vous avez la loi de student. Alors, au niveau de la loi de student, donc vous avez ici, il y a des fois vous avez la lecture directement, regardez. On avait dit que au niveau de la loi de student, vous avez T, 8, d'accord? 8 ici, d'accord? Et vous avez ici alpha égale à 0,5. Voilà. C'est exactement ce que j'ai marqué ici. Vous avez... Alors, vous corrigez cette erreur ici. Alors, le alpha égale à 0,5, c'est pas 0,975, c'est 0,95 ici. Alors, j'espère que ça doit être corrigé ici. Hein? C'est T. D'accord? C'est T. Et vous avez 8. Et vous avez la valeur, c'est 0,95. Alors, ça dépend des tables de la loi statistique, des lois statistiques. Soit vous trouvez le 0,95 ou bien 0,05. Il y en a ceux qui... Alors, j'ai trouvé sur Internet, c'est ce que j'ai trouvé ici. Alors, vous y allez directement sur le quantile alpha, le risque d'erreur alpha égale à 0,05, et vous avez 8. Ça, c'est très simple. Vous lisez directement, et la valeur, elle est de 1,860, comme ça a été écrit ici au niveau de l'exercice. Voilà, vous avez 1,860. D'accord? Alors, 1,860 ici, le quantile de la loi de student à 8 degrés de liberté. Alors, j'espère ici, comme je vous dis, de corriger ces 8, 0,95, ou bien vous les lisez direct, vous trouvez des tables où vous avez T8, 0,95, ou bien des tables comme je viens de vous le faire ici, et vous y allez directement ici, vous voyez 0,05 et vous avez 8, et vous mettez la ligne et la colonne, et vous trouvez la valeur de 1,860. Il est là. Alors, une fois vous trouvez cette valeur ici, 1,860, vous calculez le S carré, vous trouvez que le S carré est égal à 21,88 et le S est égal à 475. Donc lorsque vous faites le calcul des taux observés, vous trouvez 2,629. Alors si vous comparez le taux observé par rapport à la valeur du quantile de la loi de student à 8 degrés de liberté et alpha égale à 5%, vous trouvez 1,860. On ne rejette pas H0 et mu est supérieur à 50. Parce qu'on avait dit qu'on rejette H0, d'accord? La règle de décision, on rejette H0 si T il est inférieur. Alors on a trouvé que T il est supérieur, donc on ne rejette pas H0 et on va accepter H0. Et donc, si vous acceptez H0, ça veut dire que le mu il est supérieur ou égal à 50. On ne rejette pas H0 si T est supérieur. On ne rejette pas H0, ça veut dire on accepte H1. D'accord? Donc on accepte H1, ça veut dire que mu est supérieur à 50 qui est là. Donc voilà pour cet exercice aussi. Donc ça c'est la conclusion. La réglementation n'est pas respectée. Et vous avez le sigma connu. La réglementation n'est pas respectée au terme statistique avec alpha égale à 5%. Alors l'exercice qui va venir après, c'est au niveau des sigma. Et je vais vous expliquer ici que on utilisait toujours, ça c'est l'hypothèse H0 et H1. Et vous avez deux cas, soit mu inconnu, soit connu.
Alors on utilise le cas mu inconnu, on va utiliser la statistique S carré comme un estimateur du sigma carré comme on l'avait fait tout à l'heure, et on essaie de construire la statistique. Alors la statistique qu'on va poser, elle est... Ça c'est exactement ce que j'ai marqué dans le cours, vous revenez. Hein. Alors une chose est certaine là-dessus au niveau du cours, soit au niveau des intervalles de confiance, soit au niveau des tests, au niveau de la théorie des tests. Vous avez les formules et la méthodologie que vous utilisez, ils ne changent pas. C'est pas au niveau, n'importe quel exercice que vous avez, vous allez utiliser toujours la même chose. Vous n'allez pas une fois utiliser une statistique Z, une autre fois une autre statistique. Non, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même statistique. Alors c'est pour cela que les exercices de statistique au niveau du test et au niveau des intervalles de confiance, ils sont des exercices faciles. Il suffit juste de suivre la méthodologie et d'utiliser c'est-à-dire les outils qui ont été réalisés dans le cours. Ces outils, ils vont vous permettre de résoudre n'importe quel exercice, avec toujours la même méthodologie. Si vous revoyez votre cours sur les tests des écarts types ou bien les tests des variances, vous allez trouver que ce que je suis en train de marquer ici, c'est exactement ce qui est fait dans le cours. Il n'y a pas de changement. Donc si vous regardez le cours et vous regardez le TD, si vous compreniez et vous essayez de comprendre avec les deux, plus ou moins vous regardez le cours et vous essayez de faire cet exemple d'application au niveau de l'exercice, une fois vous comprenez ça, après vous serez capable de réaliser n'importe quel exercice avec la même méthodologie. Toujours, formulation des tests, utilisez la statistique du test, la règle de décision, faites le calcul et comparez, et après vous concluez d'une façon très, très concrète. C'est exactement ce qui se passe au niveau de ces tests. Alors la statistique du test, elle est là, hein, Z. Hein, cette statistique Z, il suit une loi de qui de maintenant? On n'avait pas une loi de Q1, c'est pas une loi de student, c'est une loi de qui de. Donc vous avez... Jusqu'à maintenant, on a fait deux lois, la loi normale et la loi de student. Et c'est ce que vous avez utilisé aussi au niveau des intervalles de confiance. Souvenez-vous, l'intervalle de confiance d'une moyenne, vous utilisez une loi normale. L'intervalle de confiance d'une moyenne avec sigma inconnu, vous utilisez une loi de student. Et l'intervalle de confiance d'une variance, vous utilisez une loi de Kido. Alors les mêmes statistiques qui ont été utilisées au niveau des intervalles de confiance, on les utilisera au niveau de la théorie des tests. Et c'est pour ça que j'avais insisté l'autre jour pour vous dire qu'il faut s'inspirer dans le cours de la théorie des tests de ce qui a été fait au niveau des intervalles de confiance. Alors voilà cette loi, qu'est-ce qu'il suit? Il suit une loi de qui de n-1, d'accord? Et prend de plus grandes valeurs sous H1 que sous H0, car S carré estime sigma carré, et sigma carré grand sous H1, hein, grand sous H1, parce que regardez, vous avez le sigma, il est supérieur à 5, donc sigma carré, il est supérieur à 25, donc les valeurs prises sous H1, ils sont plus grandes sous H1 que sous H0. Et c'est pour cela que on dit au niveau de la règle de décision qu'on accepte H1 si vous avez votre Z, il est supérieur à un certain K alpha. Et on accepte H0 si Z il est inférieur à K alpha. Alors vous voyez bien que la règle de décision et ce quantile de K alpha, il dépend de la statistique Z et son comportement sous quelle loi, et aussi de l'hypothèse H1, comment il est formulé. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à réaliser cette règle de décision. C'est en regardant l'hypothèse H1, la statistique de test sans comportement sous H0, il suit quelle loi de probabilité, et la loi de probabilité va nous permettre de calculer ce quantile K alpha, il est calculé avec cette loi de probabilité Z, qui suit une loi de Ki2. Et là, alors en général, on dit que vous avez une Ki2 n-1, 1 moins alpha, ce qui vous donne le K alpha. Alors ici, par exemple, le K8 0,95 égale à 15,507. Alors vous allez voir que on était avec la loi du student, maintenant avec
avec la loi de qui 2 maintenant. On va essayer de voir la loi de qui 2. Il doit être quelque part. Alors pour vous rappeler ce que cette table de la loi de les tables statistiques, vous y allez sur Google, vous mettez table statistique, il vous sort ça. Je crois que c'était la 4e ou la 5e, et vous les avez, les tables statistiques. Alors, vous voyez ici, on était avec 0,975 et vous avez 8. Je crois. Attendez, je vais voir. 8, 0,95. Alors, 0,95. Il est où? 0,95, il est là, avec 8. Donc ici, 8, 0,95. Voilà. 0,95, il est là, ou bien 0,05. Alors, ils ont marqué 15,55. Je ne sais pas combien j'ai trouvé ici. 15,57. C'est exactement la valeur qui a été trouvée ici. Hein. Regardez, au niveau de la table. 15,51 ici, 0,95, 15,51 ou bien 15,50, c'est pas grave, hein. On n'est pas à une unité près, mais ça dépend des tables. Il y a des fois, ils utilisent des valeurs qui sont un peu plus proches. Ça dépend du logiciel qui a été utilisé pour simuler ces valeurs, parce que ces valeurs qui sont là, ils sont des valeurs qui sont simulées par ordinateur. Il y a des fois, vous trouvez quelques chiffres près qui sont un petit peu différents. Donc en général, c'est pas grave. À une unité près, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Alors voilà. Et donc l'étape suivante, c'est de faire le calcul de Z observé. Alors vous avez Z observé est égal après le calcul, vous avez Z observé égal à 7. Et vous la comparez avec, vous voyez bien que Z observé, il est très inférieur à la valeur de K alpha, donc on rejette de très loin, on ne rejette pas H0, et donc on a Z, il est inférieur, donc ça veut dire on ne rejette pas H0, on accepte H0 si Z est inférieur, donc on est dans ce cas, donc la précision de la technique de dosage utilisée reste inférieure ou égale à 5, au terme de l'analyse statistique au risque de alpha égale à 5%. Et pareillement ici, dans le test bilatéral maintenant, au lieu d'avoir les valeurs A alpha et B alpha, ici vous allez avoir un intervalle, comme ce qui a été fait au niveau de test bilatéral au niveau de la moyenne, d'accord? Donc il faut que le test bilatéral, vous avez toujours, regardez, vous avez toujours au niveau du test bilatéral, vous avez toujours un intervalle ici, hein, la zone d'acceptation, c'est un intervalle A alpha, B alpha, et pour une loi normale, c'est moins C alpha, parce que c'est une loi qui est symétrique, la loi du Qui2 qui n'est pas symétrique, donc vous avez deux valeurs, A alpha et B alpha, mais au niveau des valeurs de rejet ici, vous avez toujours alpha sur 2 ici de ce côté, vous avez alpha sur 2 de ce côté aussi. Même si la loi en général, comme je vous ai dit, n'est pas symétrique. Alors, ici, vous avez A alpha et B alpha ici qui sont là, il faut les calculer. Hein. Donc vous avez P de Qui2 de 9 inférieur à alpha. Alors vous voyez bien ici que au niveau de la statistique Z, on a Qui2 de 9. Alors ici, vous m'excusez, c'est pas Qui2 de 9, c'est Qui2 de 8. Hein, d'accord, on a toujours la même statistique Z, il suit une loi N, Qui2 de N-1 degré de liberté. N-1 degré de liberté, donc Qui2 de 8. Et donc vous avez ici deux valeurs à calculer, A alpha et B alpha. Alors automatiquement, c'est tout à fait normal, puisque vous avez Qui2 de inférieur à alpha, vous allez avoir directement N-1 alpha sur 2, et l'autre vous allez avoir pour le A alpha. Et pour le B alpha, vous allez avoir Qui2 de N-1, parce que inférieur ou égal, ici, ça va vous donner, vous avez alors en général, si vous avez la probabilité de X supérieur à A, ça c'est 1 moins la probabilité que X inférieur ou égal à A. Ça c'est
C'est un théorème que vous avez fait au niveau de la probabilité. Alors supérieur ou égal, inférieur ou égal, ça revient pratiquement à la même chose, mais en général, c'est ce que j'utilise ici. La probabilité de qui de supérieur à B alpha, ça veut dire que 1 moins, ça veut dire que la probabilité de qui de inférieur à B alpha est égale à 1 moins alpha sur 2. D'accord? Et donc c'est pour ça que j'utilise ici qui de 2 au niveau de B alpha, qui de 2n moins 1, 1 moins alpha sur 2, au niveau de la valeur. Et pareillement ici, donc vous avez 8, 0,975 et vous avez 8, 0,025. Alors vous pouvez y aller sur la table de la loi de Ki 2. Alors 0,975, 0,025 et vous avez toujours 8. Donc vous avez les valeurs 0,025 pour 8, ça vous donne ici 2,18, d'accord? Et pour 0,975, ça vous donne ici 17,53. Alors, ça vous donne ici 17,53 et 2,18 qui est là. C'est ce que j'ai marqué, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors 8, alors vous avez ici le 0,25, ça fait, et vous êtes là, hein, voilà, hein, et après vous êtes ici, d'accord, 17, ça va, c'est cette valeur qui est là, qui est marquée, et que vous arrivez à la chercher à partir de cette table de la loi normale. Alors en général, l'exercice numéro 4, il y a un exercice dans le cours, je vous ai fait P supérieur ou égal avec P inférieur strictement. Dans l'exercice qui est là, on fait un test unilatéral à droite et on a donné un exemple avec le test bilatéral. Donc apparemment, vous avez fait tous les cas, pratiquement au niveau des tests de proportion. C'est-à-dire que unilatéral à gauche, unilatéral à droite, et vous avez un test bilatéral. Alors unilatéral à gauche et bilatéral, on l'a fait dans le cours avec des exemples, et maintenant unilatéral à droite, c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'exercice numéro 4 et 5. Ça se fait exactement de la même façon. Alors vous avez ici, dans l'exercice, il vous demande au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il va acheter ou bien il ne doit pas acheter le produit. Je crois que c'était ça l'exercice numéro 4. Une entreprise reçoit un lot de pièces d'un fournisseur. L'accord entre l'entreprise et son fournisseur stipule que si la proportion des pièces ne satisfaisant pas aux normes convenues est P inférieur ou égal à 0,05, l'entreprise acceptera Alors dans cet exercice-là, on va essayer de réaliser le test comme vous le voyez, hein. On va essayer de réaliser le test comme vous le voyez. Vous avez l'hypothèse H0, P inférieur ou égal à 0,05. Et l'hypothèse H1, vous avez P supérieur à 0,05. Alors bien sûr, vous avez, pour les tests de proportion, vous avez un échantillon de loi de Bernoulli. Et ça, vous l'avez fait l'année dernière en probabilité. Alors, la construction même de ce test essaye de mettre en place, se mettre en place grâce à cette loi qui est la loi de Bernoulli. Alors en général, la méthodologie suivie ici, il ressemble exactement à ce qu'on avait fait dans le cours. La seule chose qui change, c'est exactement la règle de décision. Vous avez toujours une loi normale ici. Vous n'avez pas, dans le test de proportion, vous avez toujours une loi normale. Sauf au niveau du test bilatéral. Vous avez à la place de alpha, vous avez alpha sur 2 et c'est tout. La même règle de décision. Et vous avez la règle de décision, il dépend exactement de cette hypothèse H0. Hein. C'est exactement ce qui est... D'accord? Regardez. On ne rejette pas H0, ça veut dire on accepte... on rejette H0 si T, on accepte H1. Si T est supérieur à C alpha. D'accord? Et on ne rejette pas H0 si T est inférieur ou égal à C alpha. Donc c'est ce que j'essaie toujours de vous expliquer, que la règle de décision, elle dépend exactement
des hypothèses qui sont ici, au niveau de H0 et de H1. Alors vous avez les deux exercices au niveau des proportions, ils se ressemblent, hein. Donc toujours de la même façon. Et donc vous essayez de les revoir, et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Le 4 et le 5, vous avez la même méthodologie suivie. Une fois vous avez la statistique du test qui est là, et vous calculez, vous avez la zone d'acceptation et de rejet, vous calculez le quantile de la loi normale, qui est 1,65, on a déjà calculé ça, et vous calculez la statistique T, et vous la comparez, et après vous concluez. Donc ce qui a été fait au niveau de l'exercice numéro 4, il est refait au niveau de l'exercice numéro 5. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu mieux le TD, même s'il a été expliqué d'une façon très claire au niveau de la correction. Maintenant la vidéo, il va vous aider un petit peu à revoir les parties que vous n'avez pas compris, surtout la lecture au niveau de la table et les ondes d'acceptation et de rejet que je vous ai montré via la table statistique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est mon souhait. Et donc c'est pratiquement la dernière vidéo. Peut-être je vais essayer de faire une vidéo cette semaine si jamais j'aurai le temps pour l'échantillonnage et tout ce qui est intervalle de confiance, une vidéo générale si jamais j'ai le temps. Sinon vous essayez de travailler le cours. Et donc si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours le faire via le mail et je vous répondrai après. Donc voilà, bon courage et merci pour votre attention et encore bon courage et travaillez bien, essayez de suivre les étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure et sûrement les étudiants qui vont suivre cette méthodologie n'auront aucun problème à résoudre n'importe quel exercice au niveau des tests. Je suis formel, n'importe quel exercice au niveau du test. Voilà, merci encore.